Dans les métiers de l'artisanat, la transmission est un devoir. C'est un devoir de transmettre à des jeunes générations. C'est ce qu'on s'efforce de faire au sein de la maison. Pierre Hermé, déjà je suis très contente d'être là. Vous êtes l'un des plus grands pâtissiers de la haute pâtisserie française, mais avant tout vous êtes aussi devenu un chef d'entreprise. C'est à peu près 1000 collaborateurs, 300 en France, dans 20 pays différents. C'est un métier que vous avez appris sur le tas, j'imagine. Est-ce que ça a été difficile? Je me suis toujours efforcé à rester dans ce que je savais faire, ça veut dire mon métier. Pour me concentrer sur la création, la mise en œuvre de cette création, la promotion de cette création. Après, pour le reste, je me suis toujours entouré de personnes de talent et compétentes, et c'est le cas encore aujourd'hui. Vous quittez le nôtre et vous créez une marque qui s'appelle le Mogador, qui est quand même l'un des emblèmes Pierre Hermé. À chaque fois, on revient en tout cas avec ce macaron, mais qui traverse les années et qui reste toujours avec un autre, un best-of aujourd'hui. Vous savez ce que c'est que le secret du Mogador? C'est la gourmandise peut-être. C'est bon, c'est simple et ça fait plaisir. Une personne sur deux qui me parle de nos macarons me parle du Mogador. Après, on me parle de l'Ispahan, puis après, c'est beaucoup plus large. Parce que souvent, les gens font l'amalgame entre le gâteau Ispahan, qui est fait à base de macarons, et le macaron Ispahan. Les autres passent complètement sous le radar. Parfois, on me parle d'infiniment vanille, mais c'est très rare. J'apprends que vous créez à peu près 150 recettes par an. Plus de 150 recettes par an, des recettes qui se retrouvent bien sûr dans les boutiques, mais aussi pour nos collaborations avec les hôtels, par exemple la Mamounia à Marrakech, pour lequel on fait tous les desserts de tous les restaurants. On change la carte 4 fois par an, avec chaque fois des nouvelles créations, des nouveaux desserts. Puis après, on a également des collaborations avec d'autres hôtels à travers le monde, à Kyoto, à Tokyo, à Niseko, à Abu Dhabi, à Riyad. À chaque fois, on crée des nouvelles recettes pour soit le restaurant, soit le salon de thé. Mais qui leur est dédié, ou que vous utilisez après? Alors, je vais vous parler d'une saveur que j'ai créée à l'époque pour le restaurant marocain de la Mamounia, sous forme de dessert. C'est un accord entre fleur d'oranger, orange, miel, citron. Arrêtez, j'ai faim. Ça s'appelle Jardin de l'Atlas. J'en ai fait un macaron. Ce macaron, on l'a retrouvé en France, on l'a retrouvé au Japon. Ensuite, cet accord de saveur Jardin de l'Atlas est devenu un gâteau, une tarte, un cake, une pâte de fruits. À chaque fois, il y a une réinterprétation de cette recette qui est faite. Il y a 2 ans, à Tokyo, pendant l'été, ils ont fait tout un fétiche, toute une proposition en boutique avec que des produits Jardin de l'Atlas. Quelque chose qui a été fait au départ pour la Mamounia à Marrakech est revenu dans toutes les boutiques de la maison. Les saveurs spécifiques, à l'origine, j'en crée, comme j'ai créé pour la Mamounia aussi un gâteau sur l'association Orange, Amelou, Amande, qui reprend le goût des cornes de gazelle. Est-ce qu'il y a des saveurs qui sont sur place et qui doivent rester sur place, ou est-ce que effectivement vous importez tout et vous mélangez tout? Moi, j'entends parler du yuzu, par exemple, depuis 5 ans, alors que j'imagine que vous l'utilisez depuis des années. Il y a à chaque fois, j'ai l'impression qu'on importe des nouvelles saveurs et qu'on découvre des saveurs qui viennent un peu de pays autour de chez nous. Moi, quand je vais dans un pays, je m'intéresse aux saveurs du pays. Là, par exemple, on a ouvert dernièrement à Abu Dhabi et je m'intéresse à un arbre qui est l'emblème d'Abu Dhabi, qui s'appelle le gaf. Cet arbre produit des feuilles avec lesquelles on peut faire des infusions. Donc en ce moment, nous sommes en train de faire des essais d'un macaron sur le thème du gaf, l'arbre emblématique d'Abu Dhabi. Donc si j'arrive à faire un macaron avec ça, c'est formidable parce que c'est un vrai hommage aux habitants et au pays. Ça fait partie des choses que je fais. Mais par contre, si vous allez aujourd'hui au Rosewood à Abu Dhabi, vous allez trouver l'Ispahan, le demi-feuille, le carrément chocolat, la tarte infinement vanille. C'est d'abord le savoir-faire Pierre Hermé que l'on exporte. Et ensuite, je crée des produits qui sont dédiés au pays. Mais parfois, ils peuvent circuler dans toute la maison. Il y a quelques années, j'ai fait une collection que j'ai appelée Japonisme parce que c'était que des saveurs inspirées du Japon. Il y a un accord yuzu, thé vert matcha, il y avait fleurs de cerisier, 5 ou 6 saveurs qui sont représentatives du Japon. Et vous avez évoqué le yuzu. Alors le yuzu, j'ai découvert en 87, la première fois que je suis allé au Japon. J'ai trouvé ça très intéressant. Mais à l'époque, on n'arrivait pas à s'en procurer en Europe. Au début, quand j'ai travaillé l'accord chocolat yuzu qui s'appelle Azur. Je l'ai travaillé en mélangeant des agrumes, en reproduisant le goût du yuzu. C'est énorme. Petit à petit, à partir de 2002,
on a commencé à pouvoir trouver du yuzu en France. Maintenant, aujourd'hui, c'est devenu un très produit, ça s'est démocratisé à mort. Combien de temps il vous faut en moyenne entre le moment où vous découvrez quelque chose et le moment où la recette, ça peut passer combien de temps? Ça peut prendre 5 minutes, comme ça peut prendre des mois, pour différentes raisons, parce qu'il faut trouver l'ingrédient. Alors là, pour le gaff, c'est complexe, parce que j'en ai ramené, moi, de mon dernier voyage à Abu Dhabi. Je suis en train d'effectuer des recherches pour trouver l'ingrédient. Moi, je procède toujours de la même façon. Je commence par faire un croquis, d'écrire les recettes, ce qui permet, avec l'équipe R&D qui travaille avec moi, d'avoir un dialogue et d'ajuster la recette au fur et à mesure des essais. Je me souviens de la tarte Audace, qui est un mélange de pêche, cumin et rose. Ça m'a pris 5 minutes. Après, on a fait un essai. Le premier essai était formidable. Là, on parle forcément du goût, du nez. J'apprends que vous êtes aussi né, mais est-ce que ce sont deux choses qui se développent, qui s'apprennent? La capacité à créer est basée sur quelque chose qui s'appelle la culture, c'est-à-dire la connaissance des ingrédients, la connaissance théorique et la connaissance pratique. Ça se travaille. On peut avoir des prédispositions ou pas, mais ce qui est important, c'est la mémoire. On parle de mémoire du goût, c'est pas par hasard. Ce qui est très important, c'est la mémoire et la culture. J'encourage toujours les jeunes pâtissiers à bien sûr travailler leur technique, travailler leur savoir-faire, mais aussi travailler leur connaissance des ingrédients, du métier, enfin de tout ce qui entoure le métier, pas forcément relié au métier d'ailleurs. Moi, je sais que mon intérêt pour l'architecture ou l'art contemporain m'accompagne dans mon métier. Vous éduquez vous-même sur des goûts, oui, mais éduquer aussi ses clients, parce que chez vous, forcément, le client, quel qu'il soit, est roi. On est toujours un petit peu réticent face à la nouveauté. Ça aussi, c'est une méthode, une innovation quand on est dans la haute pâtisserie, de se dire on va distiller des nouveaux parfums. Ce qui caractérise notre maison, c'est l'audace, la différenciation et la sincérité. L'audace, c'est de proposer des choses. On n'essaye pas de répondre aux besoins, on essaye de proposer des choses, de susciter le désir, de choses qui ne sont pas faits ailleurs, toujours avec beaucoup de sincérité sur l'origine des ingrédients, sur la manière dont c'est travaillé, sur la qualité. Ça, pour moi, c'est fondamental. Vous faites partie des acteurs majeurs de la haute pâtisserie, ce qu'on appelle la haute pâtisserie. Alors, le terme de haute pâtisserie, c'est un terme que j'ai inventé en 97. Je cherchais un moyen de différencier ce que je voulais faire de ce qui existait. C'est pas péjoratif pour ce qui existait, parce qu'il existait déjà la haute chocolaterie, par la Maison du Chocolat, par d'autres acteurs, Jean-Paul Évin et d'autres. Et puis, il existait le traiteur, comme Fauchon, Hédiard, Dalloyau, le nôtre. Moi, je voulais vraiment marquer une différence dans la proposition et dans la manière de présenter les choses. Cette haute pâtisserie, ça vous engage forcément au quotidien à être extrêmement précis, extrêmement audacieux tout le temps, à vous remettre constamment en question pour faire durer la marque, la maison. Il faut travailler cette précision régulièrement. La précision, c'est inhérent au métier de pâtissier. On vous dit souvent que les cuisiniers mettent un peu une poignée de ceci. Chez nous, tout est pesé, tout est codifié sous forme de recettes extrêmement précises, au geste près et au gramme près. Ça permet aussi une forme de transmission. Ça facilite cette transmission. Souvent, on disait que dans le temps, les recettes étaient cachées. Chez nous, c'est le contraire. Chez nous, les recettes sont ouvertes, elles sont libres d'accès. Les gens ont connaissance de tous les détails qui fait la réussite d'une recette. La transmission dans votre parcours est primordiale. Forcément, vous avez dû apprendre de vos pairs. Pour vous, c'est un point d'orgue peut-être de transmettre tout ce que vous savez? Dans les métiers de l'artisanat, la transmission est un devoir. Les compagnons du devoir. C'est un devoir de transmettre à des jeunes générations. C'est ce qu'on s'efforce de faire au sein de la maison et c'est ce que je m'efforce de faire au-delà de la maison, dans des concours que je parraine, dans la présidence de la Coupe du Monde de la pâtisserie. C'est vraiment d'ouvrir la transmission au maximum de gens et donner envie à des jeunes de faire ce métier. D'ailleurs, là, il y a un concours, le concours 2025. Vous êtes le pâtissier, le grand pâtissier de ce concours. C'est le Grand Prix de la ville de Paris. Il y a quelques années, je disais à Anne Hidalgo qu'on a le Grand Prix de la baguette de Paris, on a le Grand Prix du croissant. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre de touristes qui viennent à Paris pour visiter les pâtisseries. Alors, c'est pas leur seul objet de visite, mais ça en fait partie. Entre autres, les pâtisseries sont l'objet de visite. Et je disais que ça serait bien de créer un Grand Prix de la ville de Paris. C'est ce que nous avons fait ensemble depuis maintenant la 4e édition. Et cette année, j'ai choisi un thème un peu iconoclaste parce que un jour, François Couplan, qui est un botaniste et connu, reconnu, m'a dit qu'il y avait plus d'herbes et de plantes dans le bois de Boulogne que dans les Alpes. Et donc, partant de
ce propos, je me suis dit, c'est intéressant de travailler sur les herbes et les plantes de Paris. Chose importante aussi, c'est vos collaborations avec des architectes, des fleuristes. Je sais que vous n'aimez pas ce mot collaboration, on va parler de dialogue plutôt. Pourquoi ce choix de travailler avec d'autres savoir-faire? Qu'est-ce que ça génère chez vous? Le premier dialogue date de 1993. J'ai aimé confronter mon métier à d'autres disciplines, qu'elles soient artistiques, artisanales, des savoir-faire différents, parce que c'est toujours enrichissant pour les deux parties et ça produit du sens. J'essaie toujours de donner du sens à ces dialogues pour produire quelque chose que je n'aurais pas pu faire tout seul. Ça enrichit aussi le patrimoine de la marque, ça enrichit aussi le contenu de la marque. Pour nous, c'est toujours, pour les équipes aussi, c'est extrêmement motivant. Aujourd'hui, on parle d'environnement, on parle de la fin du gaspillage alimentaire. J'imagine que c'est ces valeurs que vous avez embrassées depuis très longtemps. Comment vous le traitez aujourd'hui, ça? C'est un travail de longue haleine, dans une structure un peu développée. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais c'est un travail que nous avons engagé déjà depuis 6-7 ans et sur lequel on travaille en permanence à la fois sur la dimension sociale et sur la dimension durable. C'est en net progrès, par exemple, là, quand nous avons ouvert la chocolaterie, la boutique Infiniment Chocolat, tous les emballages, on a réussi à avoir 0 plastique. Ça ne se décrète pas comme ça en un claquement de doigts, mais pour nous, c'est vraiment un chemin que l'on est en train d'accomplir. Il y a la haute pâtisserie, mais il y a aussi tout ce qui se passe autour. C'est-à-dire que l'emballage lui-même doit raconter une histoire aussi. Tout se raconte chez vous. L'emballage est fait pour sa fonction première, c'est d'emballer. Ensuite, ça peut être l'objet d'un cadeau. Je prends par exemple les macarons. Dans le passé, on les mettait dans des sachets. Bien sûr, les macarons, ils arrivaient toujours cassés. Aujourd'hui, on les met dans des jolies boîtes. Parfois, le macaron remplace le bouquet de fleurs. Lorsqu'on va chez quelqu'un, au lieu d'amener un bouquet de fleurs, on ramène des macarons. Dans le domaine du luxe, l'emballage est important, mais aujourd'hui, on ne peut plus passer à côté des engagements durables. La pâtisserie végétale, ça a été l'objet d'un livre chez vous qui est sorti chez Solar. Est-ce que ça fonctionne? J'ai travaillé sur plusieurs axes, notamment la gourmandise raisonnée. Il y a toujours un produit gourmandise raisonnée qui est présent dans nos boutiques. Gourmandise raisonnée, ça veut dire moins de calories, donc moins de gras et moins de sucre. Parce que très souvent, on résume aujourd'hui la pâtisserie à une réduction de sucre. Bien sûr, c'est important, mais ça ne peut pas être que la réduction de sucre parce que sinon, mécaniquement, on augmente le gras. Ça consiste à réfléchir à la fois sur l'apport de lipides et de glucides. J'ai travaillé aussi sur la pâtisserie végétale. J'ai composé ce livre avec Linda Vangara et ça nous a obligés à travailler le sujet, ça veut dire à acquérir ce savoir-faire de la pâtisserie végétale parce que c'est un savoir-faire différent, basé sur les techniques de pâtisserie traditionnelle, dans lequel on utilise d'autres ingrédients pour remplacer le lait, le beurre, la crème, les œufs. Aujourd'hui, nous avons toujours une pâtisserie végétale en boutique qui est avant tout une très bonne pâtisserie, comme n'importe quelle autre pâtisserie, qui est à peine signalée par un petit pictogramme et le mot végétal. Ça permet une alternative à les gens qui mangent vegan. Merci beaucoup Pierre Hermé de nous avoir accueillis aujourd'hui.